Donc, bonjour à tous, Olivier, je suis le fondateur effectivement de la société Scalog. On est spécialisé en fait dans la robotisation, en particulier pour automatiser la préparation de commandes de vos commandes quand vous commandez sur Internet ou vous allez chercher les produits dans les magasins. Derrière, il y a des entrepôts et ces entrepôts doivent livrer, on va dire, le plus vite possible des commandes qui sont à préparer. Donc nous, on intervient avec notre système qui consiste à déployer au travers d'une flotte de machines. On va déployer 50, 100 machines selon le besoin du client. Et ces étagères vont être amenées sur des postes de préparation où l'opérateur à poste fixe va pouvoir faire toutes les actions de picking, donc prendre des produits dans les étagères et les déposer sur les bonnes commandes à préparer. Donc en fait, derrière votre clic sur Internet pour commander un t-shirt et une paire de baskets, et bien en fait, derrière, vous avez un gros entrepôt qui stocke une multitude de produits. Et c'est là où on intervient et on apporte une solution qui est très agile parce que vous avez, selon le dimensionnement, le client va avoir besoin de 5, 10, 20, 50 machines. On va pouvoir lui l'équiper progressivement en fait, selon son besoin. Donc voilà un peu ce qu'on fait chez Scalog. Pour terminer juste la présentation peut-être sur la société, on est une entreprise française que j'ai créée une petite dizaine d'années et on est présent au travers de partenaires dans une petite dizaine de pays avec une cinquantaine d'installations. Voilà, je suis ravi d'être parmi vous. Voilà, merci. Et donc on va commencer par Monsieur Baturon, vous êtes au centre, donc à vous l'honneur, pouvez-vous nous dresser un état des lieux, des pratiques logistiques, les enjeux, les grandes tendances en termes d'innovation pour la transformation de cette logistique d'entreprise et plus généralement la différence entre logistique, chaîne d'approvisionnement ou supply chain, comme on dit. À vous. Oui, alors en toute humilité, je ne vais pas répondre à votre question parce qu'elle est excellente et beaucoup trop vaste. Donc je vais juste vous proposer quelques éléments de réflexion. En commençant par votre dernière remarque, oui, effectivement, on se mélange parfois les pinceaux entre c'est quoi la logistique, c'est quoi la supply chain et c'est quoi la chaîne d'approvisionnement. Alors la chaîne d'approvisionnement, je vais l'expliquer tout de suite, c'est la très mauvaise traduction du terme supply chain. La différence entre logistique et supply chain, c'est tout simplement que la logistique décrit, les activités logistiques décrivent la partie exécution ou physique de la supply chain qui est plus vaste. La supply chain, c'est tout ce qui doit arriver entre les fournisseurs de mes fournisseurs et jusqu'aux clients de mes clients. Il y a des tas de choses physiques, effectivement, comme de l'entreposage, du transport, etc. Mais il y a aussi des tas de choses qui sont moins physiques ou moins visibles, comme des tâches de planification, des prévisions, des commandes, des flux d'informations, des flux d'argent, etc. Classiquement, tout ça se mesure avec une sorte de triangle de performance. D'abord la performance service, parce que la supply chain n'existe pas comme ça en sustentation dans l'hyperespace, elle n'existe que pour servir la mission de l'entreprise. Le mot service est bien le cœur du métier et il faut être à l'heure, on appelle ça de on-time delivery par exemple, ou on-shelf availability, il y a plein de termes différents que l'on peut utiliser pour mesurer la qualité de service. Qui est au cœur des préoccupations de la supply chain. Deuxième nature de performance, c'est la performance financière. Parce qu'on doit gagner tous les jours des batailles concurrentielles et on doit gagner tous les jours les salaires de nos collaborateurs, on doit gagner tous les jours les moyens de financer le développement de l'entreprise. Et pour terminer, la performance que je qualifierais la performance impact. Et dans la performance impact, il y a effectivement la planète et les personnes, avec le côté environnemental et le côté sociétal. Tout cela se pilote au quotidien avec une somme de micro-décisions. C'est pas des révolutions qui se font en quelques minutes, mais la somme de ces décisions, elles impactent ce fameux triangle de performance. Depuis longtemps, on sait faire un arbitrage en faveur de l'un ou l'autre de ces axes en portant atteinte à d'autres axes. Ces arbitrages, c'est le pilotage de la supply chain au quotidien. Je vais prendre un exemple que je connais bien. Lorsque un typhon a ravagé le stock just-in-time de pneumatiques pour gros SUV BMW dans
dans leur usine de Spartanburg en Amérique du Nord, eh bien, pour ne pas arrêter l'usine de notre client, il a fallu qu'on se dépêche de transporter par avion des pneumatiques qui étaient produits dans nos usines européennes. On a rempli des 747 entiers de pneus, et vous savez que le transport du pneu, c'est l'art de transporter du vide, parce qu'un pneu, en plus d'être rond et noir, il est surtout plein de vide. Donc c'est pas du tout écologique, mais il a fallu faire ça pour privilégier l'axe du triangle qui est l'axe service. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Ça, c'est de l'arbitrage du pilotage au quotidien. Ce qui est vraiment vertueux, c'est de réussir à augmenter la surface de ce triangle. Donc, à augmenter la performance, soit financière, soit service, soit impact, sans impacter négativement les autres axes. Et c'est là où on augmente la totalité de la surface du triangle. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est difficile à faire. Et donc, pour essayer d'amener quelques éléments de réflexion sur les leviers, personnellement, j'en vois 7, comme les jours de la semaine. En commençant par le début, c'est le design de la supply chain. Pourquoi ? Tout simplement parce que le transport le plus écologique, c'est le transport qui n'a pas lieu. Il n'y a rien de plus écologique que ça. Il n'y a pas d'autre chose pour faire moins d'impact. Et donc, rapprocher les lieux de production des lieux de consommation, c'est déjà une première décision à fort impact en supply chain. La façon dont on organise la supply chain, la façon dont on structure le réseau de distribution, que ce soit des produits finis, des matières premières, des semi-finis, c'est le levier numéro 1 dans les mains des professionnels de la supply chain pour faire de meilleures supply chain pour un meilleur monde. Deuxièmement, je dirais la mutualisation. Pour l'illustrer, je vais prendre un exemple tout bête. En matière de transport, le transport de marchandises par voie routière, c'est un métier extrêmement concurrentiel, peu de barrières à l'entrée, et donc les marges sur ce genre de métier sont très faibles, 3-4%. Donc, même en étant le meilleur négociateur au monde, ce que je peux gagner au maximum, c'est 3-4%. Alors que si je m'assieds du même côté de la table de négociation avec mon transporteur et qu'on examine les données, on se rend compte que l'on a en moyenne entre 40 et 50% des véhicules que l'on utilise qui sont vides. Vous voyez la différence entre 3-4% ou 40 à 50%. Donc la mutualisation des moyens en logistique, c'est vraiment le deuxième levier le plus important sur lequel nous avons un impact à jouer. Je dirais troisièmement, la digitalisation. Et effectivement, on aura des exemples, mes collègues, que ce soit Pierre-Édouard ou Olivier, sont là pour en témoigner. Lorsqu'on mutualise, lorsqu'on digitalise la data, on rend possible des échanges beaucoup plus efficients sur les moyens logistiques, on rend le pilotage beaucoup plus smart, et c'est vraiment, pour continuer à utiliser des mots anglo-saxons, c'est un enabler. Un autre levier qu'on ne trouve pas souvent sexy et dans les salons, mais heureusement ici on n'est pas dans un salon, on est juste entre nous, c'est la régulation. Régulation au sens également anglo-saxon. C'est effectivement un élément important lorsqu'on parle du e-business. Il faudrait, en tout cas au sein du collectif Supply Chain for Good et du manifeste que l'on a édité, une de nos convictions, c'est que dans un monde de plus en plus urbain, la livraison du dernier kilomètre doit complètement inverser la logique d'optimisation. L'optimisation classique en transport, c'est je suis un industriel, je dois transporter de mon usine à mon centre de distribution. Je vais optimiser ça en fonction des moyens de transport, le taux de remplissage, à quel moment je pars, le lead time, etc., etc. On sait tous faire ça. Mais ça, c'est depuis mon point de départ. C'est l'inverse qu'il faut faire en matière de distribution au dernier kilomètre. Ça serait dans mon quartier, éventuellement dans ma rue, si jamais quelqu'un organisait des tournées du laitier pour déposer tout ce que je commande en e-commerce tous les mardis et vendredis, par exemple, ça améliorerait, mais d'une façon absolument abyssale, les taux de remplissage et l'efficacité de l'ensemble. Et en tant que consommateur, ça m'irait bien. Quand je commande une chemise, un pull sur Internet, c'est rare que j'en ai vraiment besoin pour demain matin.
Donc je peux très bien, si j'ai l'information suffisamment à l'avance, me structurer pour les recevoir dans des fenêtres de livraison dédiées. Et donc, le fait que les agglomérations s'organisent par appel d'offres par quartier, en disant, ben voilà les critères, il faut de la transparence, tout ce que l'on veut, la techno peut nous aider, la blockchain, tout ce qu'on veut, mais voilà l'attribution d'une concession pour 1 an renouvelable, ou j'en sais rien, et quartier par quartier, que les meilleurs gagnent, mais le meilleur a en charge la totalité de la mutualisation de la distribution dans une zone de chalandise qui soit raisonnable, avec une unité d'optimum économique. Bon, je suis un peu trop long, mais vous voyez que j'arrive seulement en 5e position avec la technologie, dans un salon sur l'innovation. Ben oui, parce qu'en fait, il faut commencer par le début, il faut designer correctement les choses, il faut mutualiser un maximum, avant de se poser des questions sur comment inventer des nouvelles façons de faire. Et bien sûr, dans la technologie, on a tout ce qu'il faut de l'électrification, les batteries, les véhicules à hydrogène, l'automatisation, on va en parler, le Web 3.0, tout ça, c'est vrai, les ergosquelettes pour soulager les troubles musculo-squelettiques, tout ça c'est absolument vrai, mais pour moi ça arrive vraiment en 5e position sur 7. En termes d'impact, on a fait un appel d'offres dans Supply Chain for Good pour mettre 250 camions poids lourds à pile à hydrogène dans 8 pays d'Europe. C'est un énorme projet, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux millions de camions qui tournent tous les jours. Et l'impact sur les objectifs carbone de 2030, je suis désolé, mais il est beaucoup plus fait par l'autre million de camions que par ces 250 camions-là. Donc il y a une inertie qui fait qu'il faut s'occuper d'abord de ce qui existe avant d'inventer des nouvelles choses. À part la techno, il y a la circularité. C'est des nouvelles façons de concevoir des business models sur la circularité. Et ça rejoint le premier point sur le design de la supply chain. Comme je suis trop long, je ne vais pas m'y attarder. Et pour terminer, en fait, le management de la performance, c'est un des leviers. Et dans le management, vous avez toute la partie analytique, KPI, routine managériale, le lean design, etc., etc. Vous avez toute la partie personnelle, c'est la motivation, la responsabilisation, comment vous raccourcissez les circuits de prise de décision au plus proche des opérationnels qui voient ce qui se passe. C'est des nouveaux business models, c'est comment on fait pour être plus, alors là aussi je vais faire appel à plein de mots anglo-saxons, affordability, parce que l'innovation, si elle n'est pas accessible par tous, elle n'aura pas assez d'impact. Scalability, donc pour pouvoir aller vite et être déployé plus vite. Résilience, pour pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe, etc. etc. Donc voilà des éléments de réflexion, ce n'est pas une réponse, mais des éléments de réflexion structurés en 7 leviers, comme les 7 doigts de la main, n'est-ce pas? Ben, écoutez, moi je vais retenir déjà le deuxième, parce que j'ai vu mutualiser. Alors pardon, parce que je ne suis pas du tout finalement le fil conducteur que j'avais prévu, mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça que ça sera plus naturel. Et donc, Pierre-Édouard, vous êtes mutualisation, utilisation des données numériques, plateformisation quelque part un petit peu. Donc, deuxième levier, mutualisation, coopération. Comment vous est venue l'idée de Magic Palette? Il faut savoir un premier truc, c'est que moi je viens pas du tout du monde du transport et de la supply chain. J'ai travaillé chez Bouygues pendant 11 ans en tant qu'ingénieur en informatique et en électronique, et tout se passait bien. Jusqu'à ce que mon beau-papa me demande de diriger son entreprise de transport routier. Donc un nouveau monde pour moi, j'ai dit oui, et donc j'ai appris un nouveau métier à ses côtés. Et dans ma phase d'apprentissage, dans mes découvertes, je suis tombé sur un truc qui m'a questionné. C'est qu'il avait à peu près 7 agences, et tous les jours, au départ de ces 7 agences, il envoyait entre 15 et 20 camions dans la nature, avec uniquement des palettes vides dedans. J'ai aussi découvert qu'on était mal payé ou pas payé pour ça, et ça m'a vraiment un petit peu questionné. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe? À peu près à ce moment-là, je reçois aussi un courrier, une lettre recommandée avec accusé de réception sur mon bureau, qui vient d'un gros client qu'on avait en région toulousaine, qui nous dit qu'il ne voulait plus travailler avec nous. Non pas parce qu'on était un mauvais transporteur, on était même bien classé en qualité de service, mais parce qu'on leur devait trop de palettes. Donc c'est un sujet qui m'a énervé, et donc j'ai pris rendez-vous avec eux, je suis allé les voir. Je leur ai dit un petit peu comme à vous que je ne connaissais rien au transport et à la logistique, qu'en revanche je venais de découvrir ce phénomène assez fou
de transport de palettes vides et que j'étais certain de trouver une solution rapidement. En vrai, je n'en avais pas encore. C'était un peu du bluff à ce moment-là, mais j'ai gagné du temps. Et le jour même où j'ai eu ce rendez-vous chez ce client-là, assez naturellement, je suis allé sur Google, j'ai tapé transporteur routier Toulouse et je me suis mis en relation avec des confrères qui étaient juste à côté de cet industriel à qui je devais des palettes. Et je leur ai posé 2 questions. La première, c'est est-ce que vous n'auriez pas des palettes à me dépanner que vous pourriez mettre chez mon client à ma place, vu que c'est votre voisin? Et la deuxième, c'est est-ce que vous, à l'inverse, vous n'avez pas le même type de problème? Est-ce que vous ne devez pas rendre des palettes à des industriels en Ardèche ou dans le sud de Paris, là où moi, naturellement, dans mon plan transport, j'en ai? Donc il m'a fallu que 2 coups de fil pour tomber sur un transporteur qui m'a dit oui aux 2 questions. Je suis tombé sur un en particulier qui m'a dit « Bah ouais, parce que moi, tous les jours, c'est 5 camions que j'envoie de Toulouse à Montélimar avec des palettes vides pour rembourser un client industriel. Si je peux arrêter de le faire, honnêtement, c'est top. » Donc on s'est tapé dans la main au téléphone, c'est impossible, mais je vous laisse imaginer, on s'est tapé dans la main quand même. Et le jour même où je suis allé voir mon client le matin, les premiers camions arrivaient dans les cours respectifs de nos clients respectifs avec des palettes vides. Et donc en fait, j'ai remboursé cette dette-là assez rapidement et j'ai sauvé ce client-là, qui est une marque que vous connaissez mais que je tairai. Et ça a été un petit peu le début de l'idée de Magic Pallets. Ce truc-là, j'en ai fait quelque chose à l'époque. Je n'ai pas tout de suite pensé à Magic Pallets parce que j'avais autre chose à faire en tant que jeune dirigeant apprenant. Mais assez vite, je me suis dit, bah tiens, il y a une bonne idée là, il faut quand même la matérialiser par quelque chose. Donc à l'époque, j'avais fait une mailing, quoi. Un truc assez bête. J'ai ajouté des transporteurs dans une mailing et on s'est dit qu'on s'entraiderait dès qu'on avait des besoins de restitution de palettes ou des surstocks, etc. Ça a bien marché. Et d'année en année, finalement, ma mailing qui marchait bien à 5-10 transporteurs, à 50 transporteurs, c'est devenu le bordel en fait. On ne savait plus qui répond à qui, sur quoi, etc. Donc mon jouet était cassé. Ce que je retiens de ça, c'est que l'idée était bonne, mais l'outil n'était pas le bon. Et un petit peu comme un défaut d'ingénieur qui ne sait pas s'amuser, le soir, le week-end, juste pour le kiff, je me suis mis à développer une application, à faire un algorithme qui permettait d'automatiser ce que j'ai fait au téléphone, c'est-à-dire de rapprocher les gens, de créer des collaborations, des échanges. Et je l'ai montré à beaucoup de monde, et tout le monde m'a dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Je n'étais pas convaincu, parce que j'avais autre chose à faire, et c'est mon épouse qui a finalement eu le dernier mot, qui m'a dit « Attends, j'ai vu passer un salon dans la supply chain, on est en décembre 2018, il m'a dit « Inscris-toi ». Ça me fait un peu chier, mais j'y vais quand même. Du coup, vu que j'ai pas de sous, vu que c'est le dernier moment, je m'inscris dans le hall le plus obscur, je suis sûr que personne ne va venir me voir, mais bon, moi, je fais le truc jusqu'au bout, pas de regret. J'ai quand même une idée de génie à un moment, qui me fait m'inscrire au concours des startups. Me disant au moins, les membres du jury, ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés de venir me voir et de m'écouter. Donc c'est ce qui se passe. Je suis dans mon hall obscur avec un néon qui clignote au-dessus de moi. J'ai personne qui vient, sauf des membres du jury qui passent les uns après les autres, un peu poker face, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et fin de salon, je me présente à la remise des prix sans forcément chercher quoi que ce soit. Et en fait, on a gagné. On a gagné et on a eu la majorité des voix, même je crois que c'était plutôt unanime. Et donc, gros coup de stress et d'excitation, parce que finalement, ça a été un petit peu le coup de pied dans le derrière qui m'a motivé à en faire quelque chose et à m'y dédier à 200%, puisque j'ai quitté l'entreprise de Beau-Papa. Et je fais ça entièrement, corps et âme, depuis 4 ans. Voilà. Voilà une belle aventure qui corrige une aberration quand même. Hein. Voilà, dans le système. Alors, malgré tout, levier 5, la technologie, néanmoins, déjà dans le levier 2, on voit bien qu'on utilise pour la mutualisation de l'intelligence artificielle, probablement, du numérique, ça c'est sûr, et puis un effet plateforme et de gestion de ces emballages. Et donc, en automatisation, il y a aussi un côté dans les entrepôts, notamment, et donc ça c'est Olivier qui va nous en parler, un côté people. Les gens, les personnes, parce que ça va bien d'optimiser les process, ça va de corriger des aberrations, quand même, on a fait ça pendant longtemps, faut le savoir, mais il faut aussi se soucier de ces conditions de vie dans les entrepôts, et puis le mot clé d'Yvan qui était aussi la résilience. Ouais. Pour être résilient, il faut être agile, et donc vous avez une solution à la fois de service et pour la personne dans les entrepôts, et une solution agile. Tout à fait. Oui. Nous, en fait, effectivement, on va agir, on va essayer d'agir, en tout cas, comme on le peut, avec notre technologie à 2 niveaux. En tout cas, il y a un premier point central sur lequel nos
nos clients ont des attentes fortes, c'est l'ergonomie, la préparation et l'environnement de travail de leurs collaborateurs. C'est vrai que depuis le Covid-19, l'entrepôt est devenu central, en fait, c'est devenu un maillon essentiel aux entreprises, et en particulier leur performance et l'environnement de travail des collaborateurs. Il faut savoir qu'un préparateur de commandes classique qui va préparer des commandes sans système automatisé parcourt jusqu'à 15 km par jour. Donc c'est un métier qui est fastidieux, qui est fatigant. Et donc c'est là où la technologie et la robotisation va apporter un bien-être au travail et un environnement de travail sur lequel aussi nos clients vont pouvoir agir et l'adapter. Là où c'est très compliqué d'adapter des milliers de mètres carrés d'entrepôt comme environnement de travail, le simple fait d'avoir un opérateur qui va travailler sur un poste dans une zone de 4-5 mètres carrés, ça va tout de suite être possible de pouvoir agir sur son environnement. Donc ça c'est le premier levier. Le deuxième levier, il va plus se jouer au niveau de la préparation des commandes, même si on va accompagner nos clients pour qu'ils puissent accélérer et traiter plus de flux en même temps. L'enjeu, il va être aussi sur la mutualisation. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur la vidéo, mais un opérateur va préparer une multitude de commandes en même temps. Et ça va avoir deux effets. Un effet bénéfique pour le client en termes de retour sur investissement, parce qu'on va être capable de lui offrir un système vraiment optimisé et qui mutualise les prélèvements qu'on va avoir sur les étagères. Donc on a moins besoin de machines pour pouvoir alimenter un opérateur. Et de l'autre côté, le fait de traiter une multitude de commandes en même temps fait qu'on va pouvoir aussi choisir les commandes qui potentiellement vont être traitées ou vont devoir être expédiées sur un même transporteur et du coup réduire potentiellement les camions qui sont sur la route. Tout l'enjeu, il est là. Nous, on subit du flux en soi par les commandes qui peuvent être passées par les magasins, sur Internet. Mais néanmoins, on peut agir en mutualisant au niveau des postes de préparation et des commandes qui vont être regroupées pour être expédiées dans les camions. Il y a un autre point aussi sur lequel on a évoqué le sujet, c'est sur la gestion des retours. Quand vous commandez un produit, vous avez de plus en plus la possibilité de renvoyer ce produit à moindre frais. Alors, ce n'est pas encore extrêmement développé, mais en Allemagne, il faut savoir que c'est 40% des produits qui sont retournés, donc c'est excessif. Et surtout, ça a un coût pour l'entreprise, on mesure au moins 10 € par retour. Donc, le simple fait aussi d'avoir une technologie, un système qui va fiabiliser la préparation, qui va éviter des erreurs, parce que les erreurs, il y en a partout, va réduire ce taux de retour produit, parce qu'un produit aussi crée une insatisfaction, et un retour, ça a un coût et forcément et un impact écologique. D'accord, alors après moi je voudrais que finalement chacun votre tour, vous me parliez des freins à l'installation de votre système, vous Olivier, et puis peut-être Yvan pourra nous parler des freins du point de vue de l'entreprise de par son expérience. Les freins à l'installation finalement de technologies plus ou moins simples ou plus ou moins compliquées pour optimiser votre fameux triangle. Alors, des freins. Sur la data, peut-être l'échange de data, on en a parlé. On commence par qui ? Toi, Pierre. Ah, ok, ça marche. Il y a effectivement des freins que nous on adresse. Le premier, c'est tout simplement la peur du digital. Nous, on se voit chez nos clients, typiquement le Carrefour, Leroy Merlin, Castorama, etc. On a en utilisateurs finaux des gens dans l'opérationnel qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil digital. Et nous, on vend du digital. Donc, a priori, effectivement, ça ne matche pas. Donc, c'est pour ça que nous, on met beaucoup d'efforts dans l'ergonomie des applications qu'on fait avec des échantillons d'utilisateurs et beaucoup de matière pédagogique, justement, pour essayer de régler la chose. Le deuxième sujet, c'est que nous, notre produit, finalement, il génère de la collaboration. La collaboration avec des membres qu'on choisit pas forcément. Et j'ai un exemple qui est assez marrant, c'est le directeur supply chain de Castorama un jour qui m'a demandé pourquoi il y avait un camion Leroy Merlin dans sa cour.
Et au final, je lui ai expliqué le produit. Il était vraiment intéressé et finalement, ils collaborent tous les jours. Ils s'échangent des palettes dans tous les sens et ils réduisent des dizaines de milliers de kilomètres tous les jours. Donc voilà, en tout cas, c'est la peur de collaborer avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, finalement, ça se désamorce avec de l'explication et ils comprennent vite que du coup, sur des problématiques opérationnelles communes, ils ont intérêt à collaborer et que ce n'est pas sur ça qu'ils vont se différencier. Donc voilà, nous, c'est nos deux freins principaux qui sont un combat du quotidien pour nous. Oui, parce que moi, on me disait qu'il y avait quand même pas mal toujours de gens qui aidaient sur l'écriture manuelle du fichier Excel pour gérer leur logistique journalière. Oui. Hein. Et donc, des freins pour l'automatisation, le coût d'investissement, une solution ne demande pas d'infrastructure. Non, mais il y a le simple mot en fait robotisation qui a été associé historiquement en fait à de l'humanoïde. Où là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est vrai que souvent, le robot peut être pris comme un remplacement ou va remplacer l'opérateur, chose qui n'est pas du tout le cas, en tout cas dans notre situation. On est plutôt là justement pour réduire les temps d'improductivité qui n'ont absolument pas de valeur ajoutée, comme des déplacements. Et même si effectivement, selon les catégories d'âge ou d'adhérence à la technologie, on a besoin et on accompagne toujours nos clients à cette transformation, parce que c'est un outil différent, c'est un mode de préparation différent. Donc pour ça, on implique au maximum les opérateurs, les opérationnels, ceux qui vont in fine travailler avec l'outil. Par la mise en place de systèmes petits. On a justement l'avantage d'avoir une très forte scalabilité, on en parlait, et de souplesse et de mise en place. Donc on va très souvent démarrer des installations avec des petites configurations, impliquer les opérationnels à cette transformation, les écouter aussi parce qu'ils peuvent apporter des idées sur leur environnement de travail. Et puis une fois qu'on a validé en fait ce concept, on peut le déployer de façon beaucoup plus à grande échelle. Parce que voilà, la réussite aussi d'un projet, elle n'est pas simplement technique et mettre en place des robots, c'est aussi impliquer les opérationnels et parce qu'in fine, c'est eux qui vont adhérer et qui vont utiliser au jour le jour la solution. Voilà, parce que ça change aussi leur métier, aux opérateurs dans les entrepôts, ça change leur métier. Et puis bon, c'est vrai aussi qu'on a ces interrogations des gens qui travaillent dans les entrepôts, enfin, des dirigeants d'entrepôts qui disent oui, mais moi, quand ma population vieillit, transporter des trucs, se faire des kilomètres à pied ou même sur des engins, ça devient compliqué. Donc là, on a beaucoup effectivement de retours d'expérience où une fois que l'opérateur a pris goût en fait au système, il ne veut travailler que dessus, parce que dans un entrepôt, certains vont déplacer des palettes, nous on n'est pas forcément sur ce périmètre-là. Mais une fois que l'opérateur y a pris goût, généralement, il adhère et il aime travailler sur le système. Donc finalement, il y a un côté frein humain, connaissance des technologies, connaissance du numérique, mais une fois qu'on a adopté le principe... Oui, ce qui est naturel dans toute innovation, à partir du moment où on apporte une nouveauté, il y a des freins, et puis il y a des personnes aussi autour qui portent le projet et qui y croient. Donc, en tout cas, dans le domaine, dans le secteur de la logistique, de plus en plus d'entreprises adhèrent justement à cette robotisation, à ce besoin qui devient presque nécessaire pour à la fois la compétitivité des entreprises et on en a parlé aussi, l'écologie, on y participe, quoi. Et Yvan, du coup, des freins que vous constatez à l'adoption de nouvelles technologies qui pourraient, et qui sont dommages, quoi, quelque part. Parfois les freins c'est bien, ça empêche de faire des bêtises, mais des freins que vous avez constatés? Oui, nous sommes des mammifères qui réfléchissent et qui avons besoin de nous adapter à un environnement pour atteindre nos objectifs. Et dans le monde économique, c'est pas différent. Une entreprise, elle a des objectifs de rentabilité, elle a des objectifs de conquête de parts de marché, et elle doit s'appuyer sur deux sortes de cercles vertueux. Il y a un cercle qui est le cercle de l'exploitation, de la répétitivité, et il faut réussir à faire de manière incessante des gros volumes de produits ou services identiques pour que le client s'y retrouve par rapport à son niveau de qualité. Et donc là, dans ce monde de l'exploitation, il faut réduire le risque, il faut baisser les coûts, il faut optimiser tous les processus. C'est vraiment le monde de l'exploitation.
Il y a un autre monde qui est le monde de la créativité, où il faut tester des idées, il faut explorer, et le monde de l'exploration, il est chaotique. On doit essayer 10 choses pour tomber, si on a de la chance, sur une qui vaut vraiment le coup, à être basculé en exploitation et dont on va tirer et extraire de la valeur. Et c'est désagréable de se planter 9 fois sur 10. C'est inconfortable de changer. Pour tous, il n'y a pas vraiment des gens qui adorent se prendre des murs 9 fois sur 10 sur la figure. Donc c'est inconfortable, mais il faut comprendre que dans ce monde-là, il ne faut pas chercher à atteindre un objectif business. L'objectif de l'exploration doit être l'apprentissage. Et quand on se plante, on a appris quelque chose. Et cet apprentissage, il a une valeur intrinsèque. Si on sait le reconnaître, si on sait l'exploiter par ailleurs, on crée de la valeur pour l'entreprise. Par contre, si on ne capitalise pas sur ces échecs, eh bien, on va se reposer sans cesse les mêmes questions. On va faire des POC, les start-upers le connaissent, les grands groupes qui n'arrêtent pas de faire des POC, mais qui ne passent jamais à l'échelle. Mais ils se posent 10 fois la même question, alors que la première fois, ils avaient déjà testé, ils savaient que ce n'était pas adapté à leur outil. Donc il y a des vrais processus d'innovation qui consistent à capitaliser sur les processus d'exploration qui sont tout aussi indispensables au processus d'exploitation. Donc exploitation et exploration vont ensemble. Et en matière de supply chain, on est vraiment au cœur des choses qui bougent, des choses très pragmatiques. Donc on est à l'interaction entre ces deux cercles. Vous voyez plutôt ça comme une sorte de yin et de yang, le cercle du signe de l'infini. Les deux s'alimentent. Il faut régulièrement explorer des choses qui basculent en exploitation. On apprend et c'est pas naturel. On a souvent des gens qui sont beaucoup plus à l'aise soit dans l'exploration et pas bons en exploitation, soit le contraire. Et savoir reconnaître que c'est un état de fait et qu'il faut comprendre quels sont les mécanismes, les facteurs clés de succès de ces deux mondes-là et savoir interagir correctement. Les bons indicateurs de réussite, voilà, c'est l'apprentissage, c'est pas l'objectif business, c'est différentes choses. Donc dans le monde de l'innovation, dans le monde des interactions entre les grands groupes et les startups, il y a quand même des choses qui sont apprises et qui permettent de contourner ces obstacles. C'est bien des freins et des obstacles, il n'y a rien d'impossible, mais l'être humain est fait pour contourner les obstacles et améliorer sans cesse. Voilà, alors avant de passer à des questions, parce que je me rends compte que le temps file, avant de passer à des questions, si vous aviez... je voulais quand même aussi, parce qu'Olivier, vous ne l'avez pas dit, mais il y a ce côté agilité et résilience, le fait que finalement, on n'est pas obligé d'investir dans des tonnes d'infrastructures, etc. On peut commencer petit et au fur et à mesure déployer. Et ce côté agilité, donc on a un effet de saisonnalité, vous pouvez... C'est beaucoup plus difficile de trouver 30 nouvelles personnes pour mettre dans votre entrepôt que finalement de rajouter 15-20 robots qui vont faire l'effet de saisonnalité sans avoir à changer l'infrastructure. Je voulais quand même signaler ça parce que c'est des méthodes différentes de ce que d'autres gens font, qui sont là un vrai changement de l'infrastructure de l'entrepôt. Là, vous ne changez pas l'infrastructure de l'entrepôt. Oui, on a l'agilité, effectivement, on a beaucoup de clients qui vont mutualiser, même parfois ils ont plusieurs sites équipés, et ils vont transférer d'un site à un autre des machines, parce que ça leur permet effectivement de faire face à des pics de saisonnalité importants. Et il faut savoir aussi, et c'est un des bienfaits, mais qu'on ne mesure pas forcément toujours de l'automate, de la robotisation, mais pour prendre exemple, Amazon, ils étaient obligés auparavant de dimensionner leur entrepôt pour leur pic d'activité. Donc en termes d'infrastructure, pour accueillir ne serait-ce que tous leurs opérateurs. Et parfois, ils multiplient par 5, par 10 le nombre de personnes. Donc vous imaginez, même, ne serait-ce qu'en termes de toilettes ou des équipements d'infrastructure, ça devient presque délirant pour 3 jours dans l'année. Donc là-dessus aussi, la robotisation permet de lisser à la fois l'activité et mieux gérer ce genre de phénomène qu'aujourd'hui... humainement, c'est difficilement gérable. On peut mettre de l'humain, mais à un moment donné, c'est pas l'humain qui doit craquer, quoi. Voilà. Alors voilà, on n'aura pas le temps de parler de tout ce dont on avait parlé ensemble, mais après, voilà, je fais confiance aux questions pour nous aider. S'il y avait un truc à dire sur c'est l'effet supply chain qui est à la fois sur la satisfaction client, grossir le triangle, à la fois sur la satisfaction client et
sur la réduction de l'impact écologique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Allez, un truc à retenir. Moi, c'est un peu plus large que ça, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, c'est pas la tech pour la tech, c'est attendre un outil ou une technologie qui va tout changer à notre place, ça n'existe pas, et on se planterait à l'attendre. C'est avant tout une question de mentalité à craquer dans les entreprises. Et il vaut mieux d'abord travailler à s'auto-convaincre et convaincre les décideurs dans une structure que les valeurs de mutualisation, de collaboration inter-entreprise, d'ouverture de la donnée sont des bonnes choses qui vont apporter des bénéfices avant de bien en tête partir sur une technologie. Et d'ailleurs, les choses se passeront mieux derrière. Nous, c'est un vrai apprentissage chez nous. On a eu des fois des gens qui nous voulaient à tout prix. On s'est planté parce que finalement, ils aimaient le côté tech, frais, etc. Et d'autres qui ont mis plus de temps finalement à digérer, à créer du coup du sens derrière le projet, et c'était des succès à chaque fois. Donc en fait, voilà, c'est pas du temps perdu que de faire d'abord de l'évangélisation en interne sur des changements profonds avant de parler de technologie. De mon côté, je dirais tout simplement qu'on vit une période formidable. Contrairement à ce que l'on peut lire quand on ouvre n'importe lequel des journaux dans n'importe lequel de nos pays, où on est abreuvé de crise climatique, de guerre, de tout ce que l'on veut, on vit quand même une période formidable, parce qu'on a une prise de conscience qui est importante sur ces enjeux planétaires, et on a tout ce qu'il faut. Honnêtement, pour transformer les entreprises qui ont dans leurs mains les compétences, les moyens en termes d'investissement et les conséquences en termes d'impact, parce que c'est par le biais des entreprises que l'on fait ou on défait l'impact positif ou négatif de l'activité économique dans la planète, eh bien, la transformation des entreprises peut se faire avec ce que nous avons déjà comme connaissance, comme technologie. On n'a besoin de rien inventer. Donc, réutiliser des choses qui marchent ailleurs, c'est juste ce qu'il nous faut faire. Et on est câblé génétiquement pour faire ça, donc il n'y a plus qu'à. Olivier ? Oui, moi je rejoins tout à fait ce que disait Pierre-Édouard. La technologie n'est pas une finalité, c'est un moyen. Effectivement, la réussite de des projets et l'intérêt, c'est à partir du moment où on met du sens et qu'on implique l'humain dans le projet. Mais voilà, on vend des solutions, pas des robots. On n'est pas des robots, on est avant tout des humains. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, va falloir parler fort, si vous voulez passer le micro. Bonjour à tous, Olivier Vasnex. Je vous prends en mot sur la partie impact. J'ai l'impression que le triangle il est encore un peu plat, que la techno, la partie finance et la partie services sont super bien développés, et qu'on prend conscience de la partie impact maintenant. Quand on réfléchit à l'échelle planétaire, à tous les flux d'avions que vous avez cités, enfin, j'ai les mêmes exemples, plutôt que de faire voler des produits d'un bout à l'autre de la planète pour pouvoir livrer le client en temps et en heure, comment on fait pour inciter les industriels et les agents économiques de régionaliser, relocaliser? Est-ce que c'est la taxe carbone? Est-ce que je prends des exemples concrets? Est-ce que c'est des lois? Comment, selon vous, on peut faire pour pousser les agents économiques à être un peu plus régionaux ou locaux? Pour ma part, je n'ai pas la réponse à votre question et je n'ai pas la baguette magique de Harry Potter, mais je crois beaucoup à la taxe carbone, la vraie taxe carbone, qui soit partagée avec suffisamment de pays, parce que les enjeux environnementaux ne connaissent pas les frontières. Il faut avoir un système de taxe carbone un peu comme la TVA, qui se passe d'étape en étape avec la prise en compte au mieux de nos capacités de la somme des externalités négatives. Et à partir de là, l'effet entrepreneuriat, l'effet de l'optimisation de tous les acteurs économiques aura beaucoup plus d'impact et beaucoup plus vite que des tas d'autres solutions que l'on peut débattre ici. Ça serait ma réponse sur la taxe carbone, c'est plutôt que d'interdire ceci ou cela, parce qu'il y a des spécialisations, heureusement, économiques. Il y a des régions optimales pour faire le Cachemire, ça ne se fait pas en Islande. Pour faire le chocolat suisse, ça ne se fait pas au Pérou, etc., etc. Donc il y a
une spécialisation des différentes régions du monde, des différents peuples, des différentes cultures, des différents savoir-faire. Donc, je ne suis pas du tout pour une démondialisation. Par contre, on peut faire de la croissance d'une manière infiniment plus intelligente. Et même de l'aérien. Aujourd'hui, on parle beaucoup du SAF, le carburant beaucoup moins carboné que le précédent et qui peut nous servir de transition, un peu comme les véhicules, les voitures hybrides rechargeables. C'est une étape de transition, mais il n'y a aucune raison que l'on ne trouve pas le moyen de faire vivre une économie qui utilise les bonnes spécialités des bonnes régions du monde au bénéfice du développement de tout le monde, avec une maîtrise des impacts. Voire des impacts, je ne sais pas si vous étiez à la première conférence plénière, elle était pleine d'énergie positive, sur le biomimétisme et combien on a à apprendre des organismes du vivant qui se sont spécialisés et qui ont trouvé des moyens considérables non seulement de limiter des impacts négatifs, mais d'utiliser ces impacts de façon positive pour accroître encore le vivant autrement, etc. etc. Ben, les organismes humains que nous créons, que sont les entreprises, n'est pas très différent. On a beaucoup, beaucoup à apprendre sur la manière de faire. Mais c'est juste ma conviction. Alors, juste pour faire un peu de débat, moi je suis contre la taxe carbone. Moi je pense que c'est pas une bonne idée. C'est pas la punition qui va changer en profondeur. C'est plutôt faire comprendre aux gens que finalement l'écologique c'est du bon sens. On parle de régionaliser, on parle de faire les choses beaucoup plus sur des périmètres beaucoup plus restreints. Finalement, c'est ce que faisaient nos grands-parents. Ça veut dire de la frugalité de ressources et quelque part, ça doit aller chercher des économies aussi. Nous, chez Magic Palette, c'est l'équation qu'on prône, c'est l'économie pour l'écologie et ça tombe bien parce que si on fait de l'écologie, on fait de l'économie et l'inverse est vrai aussi. Et donc, c'est ce qui fait que ça marche. Alors, je ne sais pas si c'est duplicable partout. En revanche, je crois plutôt au côté incitatif, évangélisation du fait que si on consomme moins de ressources, mécaniquement, ça coûte moins cher, donc on est plus performant économiquement. Voilà. Juste pour le débat, sauf qu'en subventionnant les industries des énergies fossiles, comme on le fait aujourd'hui, c'est une anti-taxe carbone, par la non prise en compte des impacts. Donc, c'est pas punitif, c'est prendre en compte la totalité des impacts. Mais on pourra continuer. Alors moi j'ai aussi une réponse, puis je m'en fiche que je fasse pas partie des intervenants. Je pense qu'il y a une éducation aussi du consommateur, hein, parce que j'achète 4 trucs pour t'en envoyer 3 pour savoir c'est quoi la taille, faut arrêter ça hein, quand même, hein, il semble. Hein. Donc, et puis, oui, est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite? Moi je me rappelle d'une autre conférence où j'étais, il y avait Autofersant, qui est un gros de la VPC allemande. Et il me disait Amazon, faut livrer en 2 heures, faut livrer en moins de 24 heures, etc. Mais je dis, mais attends, moi quand j'achète 3 livres, je te jure que je ne les commence pas les 3 en même temps. Alors peut-être qu'il y en a un que je veux maintenant, parce que le week-end démarre et puis que je veux lire le livre dans le week-end. Mais les 2 autres, tu peux faire du groupage, tu peux mutualiser, etc. Envoie-les-moi dans 15 jours, ça va bien. Et jamais on me donne cette option-là, en tant que consommateur, de dire ça je le veux tout de suite parce que ça c'est urgent donc merci de me le mettre dans l'avion et tant pis pour mon bilan carbone personnel parce que j'en ai vraiment besoin et ça non finalement tu me livres quand tu as eu le temps de réfléchir à comment ton flux il est le plus écologique possible. Voilà, je pense qu'il y a aussi une façon d'éduquer le consommateur hein, qui doit être un peu plus conscient des impacts qui lui génère, ça moi je parle parce qu'on est dans le track retail distribution, hein, et que là-dessus je pense qu'il y a aussi une consommation responsable qu'il faut inciter par des outils. Voilà. Si on me proposait, je vous jure que je dirais prends ton temps. Oui, l'éducation et la responsabilisation du consommateur est un des leviers d'ailleurs du manifeste Supply Chain for Good que je vous conseille de télécharger. Voilà, oui, parce qu'on ne l'a pas dit, et je voulais le dire quand même, parce qu'il est intéressant à lire. Donc, alors, avec Wavestone, je veux dire bien, donc dites-le, ils ont avec Wavestone, donc France Supply Chain, oui. a sorti son premier radar de la Supply Chain for Good, oui, Oui. avec les différents leviers qui sont intéressants pour avoir une supply chain beaucoup plus écologique. Et donc, je vous les cite, hein, parce que analyse des émissions carbone, oui, on commence déjà par savoir quel est notre impact. Véhicule vert,
Équipement industriel vert, alors après on peut discuter de ce que ça veut dire. Efficacité énergétique des bâtiments, il faut essayer d'utiliser, en tout cas faire attention à comment nos entrepôts sont construits. Packaging, emballage, support de manutention, et bien là on a la réponse magique palette. Reverse logistique, ce qui répond aussi, et plateforme de mutualisation. Voilà. Donc c'était, merci. Je crois qu'on est pile poil à l'heure, sauf si on a 3 minutes de retard. C'est bien. Voilà, merci, on va les appeler. Et si vous voulez continuer la conversation avec eux, c'est mieux quand ils sont magnifiquement épais, c'est pouvoir, donc on peut. Merci. Désolé pour la perche du coup. Non, c'est très bien. Oui, oui.